Monsieur le Président, chère Anne, Madame la coprésidente, ministres, ambassadeurs, députés, sénateurs, Excellences, chers amis. Moi aussi, je suis très heureux d'être parmi vous et aussi d'avoir autant d'amis autour de cette table, autant d'amis de la Turquie qui ont fait le déplacement aussi. Et je pense qu'on va avoir des discussions, comme toujours d'ailleurs, très intéressantes. Mais je dois vous avouer que c'est, pour moi, le petit discours d'ouverture le plus difficile depuis la création de l'Institut du Bosphore. Car nous sommes dans une situation beaucoup plus tendue, beaucoup plus difficile, plus problématique qu'avant. Et je crois qu'il faut le dire ouvertement. C'est un des avantages de l'Institut du Bosphore qu'on s'exprime librement et ouvertement. En plus, moi j'ai la chance de n'avoir pas d'affiliation officielle, bureaucratique, et donc d'être, pas totalement, mais largement libre de m'exprimer de façon directe. Alors d'abord, Anne a très bien résumé ce qui se passe en Europe, M. Dincher aussi d'ailleurs, du point de vue économique surtout. Je ne vais pas trop revenir là-dessus puisqu'on va avoir une table ronde qui va se concentrer encore un peu plus sur ça. Mais j'aimerais exprimer devant vous mon inquiétude de la situation globale. Et bon, je ne veux pas exagérer, le monde a beaucoup avancé, s'est beaucoup transformé, mais 2014, c'est aussi l'anniversaire de 1914. Et on constate malheureusement dans le monde entier une sorte d'affaiblissement de ce qu'on peut appeler la gouvernance mondiale, un regain de tension dangereux et un peu à travers partout un certain repli sur soi dont je vais donner quelques exemples. Je pense qu'au niveau international, global, la tension avec la Russie est celle qui est la plus inquiétante parce que c'est quand même encore pas une superpuissance du type soviétique, mais un pays très puissant, énorme. Je constate, travaillant à Washington, à la Brookings Institution, l'attitude beaucoup plus négative des Américains, beaucoup plus négative qu'elle l'était il y a 5 ans, il y a 10 ans. Le G8 n'a pas eu lieu. Enfin, les Russes et les autres ne se sont pas mis ensemble dans un sommet G8 traditionnel. Et il y a même des doutes, moi je pense qu'il va quand même se tenir, mais il y a des doutes réels sur la tenue normale du G20 à Brisbane, en Australie, en novembre. Si si la tension s'accroît encore autour de l'Ukraine et de la Russie, ce n'est pas impensable qu'il y ait des réels problèmes pour que le G20 se réunisse normalement. On est très loin de la situation d'il y a des années 90 où la Russie s'insérait normalement dans le concert des nations, surtout des nations occidentales et du Japon, et on revient un peu à un antagonisme presque d'avant la fin de la guerre froide. Je crois que c'est très sérieux. Sur le plan économique, il y a eu l'échec de la dernière réunion de l'Organisation mondiale du commerce. Au lieu de s'orienter vers un nouvel accord universel, comme on a eu les autres, le commerce et les négociations de commerce sont en train de se fragmenter. Négociations entre l'Amérique et l'Europe pour une zone commerciale atlantique, négociations dans le Pacifique, mais pas d'avancée de l'OMC, avec des inquiétudes pour des pays qui restent en dehors de ces négociations, comme d'ailleurs la Turquie, mais aussi beaucoup de pays, d'autres pays émergents, y compris d'ailleurs le Mexique, qui est associé à l'Amérique, comme la Turquie est associée d'une façon pas égale, mais similaire à l'Union européenne. Et dans les discours internationaux, on sent moins de solidarité internationale qu'avant.
une chose qui peut paraître symbolique, mais elle est réelle. Le grand accord sur la réforme du FMI qui avait eu lieu à Séoul en 2010, pendant la réunion du G20 à Séoul en 2010, la réforme du FMI, le rééquilibrage des parts et tout ça est bloqué depuis maintenant 4 ans devant le Congrès américain. On peut donner d'autres exemples, évidemment des exemples en dehors de la politique, les crises au niveau de la santé restent importantes, un important défi pour la coopération mondiale. On a sous-estimé au début, je crois, le danger d'Ebola. Maintenant, on est en plein devant. Et l'Afrique, qui a pris tant de chemin, heureusement, pendant les dernières 10 années, est maintenant menacée par un nouveau problème de santé assez grave qu'il faudra régler rapidement. Alors, dans ce cadre qui n'est pas très encourageant, regardons vers ce qui nous intéresse ici le plus, évidemment, l'Europe, la Turquie et le Moyen-Orient. Je ne vais pas revenir trop sur l'Europe. Moi, j'ai toujours été un Européen convaincu, un Turc européen convaincu, comme d'ailleurs l'a exprimé İsmet İnönü, le Premier ministre turc en 1963, lorsqu'on a signé le premier accord. Inönü a dit: le projet européen est le projet humain le plus courageux qu'on a jamais vu dans l'histoire, exprimé par un officier qui a vu les dégâts de la guerre mondiale, la première guerre, la guerre d'indépendance après, et qui exprimait surtout son admiration devant le fait que le projet européen était un projet de paix tellement important, avec au centre au début surtout, mais toujours très important, une paix, une amitié solide entre la France et l'Allemagne, ce qui reste extrêmement important pour l'avenir européen. Il y a de l'autre côté un Moyen-Orient où on a eu un espoir. On a dit le printemps arabe. Le printemps arabe, malheureusement, s'est transformé en cauchemar arabe. Il n'y a presque rien de positif à reporter de cette région, sauf la Tunisie. Et peut-être un peu le Maghreb en général, le Maroc aussi se tient en dehors de cette horrible crise que traverse le Machrek. Vraiment une crise qui est presque impensable, inimaginable. Loin de s'acheminer vers plus de démocratie, l'Égypte est revenue à plus de dictature et le reste de la région, sauf le Golfe, est en guerre civile, guerre sectaire terrible. Au milieu, il y a la Turquie, le pont entre l'Europe et le Moyen-Orient. Et ce que moi j'avais espéré, et je crois que ce n'était pas seulement moi, c'était tant d'entre nous, presque nous tous, je pense, nous l'avions espéré. J'étais conventionnel, j'étais membre de la Convention pour l'avenir de l'Europe en 2002-2003. Assez extraordinaire pour un député turc que j'étais, député d'Istanbul, d'être assis avec tant d'autres députés et de ministres. D'ailleurs, à ma gauche, il y avait Dominique de Villepin, puisque ça allait en ordre alphabétique, impliqué dans la discussion de l'avenir de l'Europe. Vraiment, bon, la Constitution malheureusement n'a pas été votée, mais le traité de Lisbonne en a pris une bonne partie. C'était une des parties de ma vie les plus enthousiasmantes. C'était des discussions fantastiques et profondes. Sauf qu'on avait fait une erreur. On pensait tous que si nous, on se mettait d'accord, nous, les conventionnels, de tout bord, de tout parti, de gauche, de droite, etc., le reste sera facile. Les citoyens ne voteraient pas non. Ça, c'était la grande erreur. Mais c'était quand même une très grande aventure pour moi et pour un Turc, avec Valéry Giscard d'Estaing, pas exactement favorable à l'adhésion de la Turquie, qui, par contre, était très gentil et nous a dit à nous deux Turcs, il y avait un collègue du parti AK Parti: je suis étonné de votre enthousiasme européen, Valéry Giscard d'Estaing. Eh bien, on avait espéré qu'il y aurait une Turquie
totalement ancré dans l'Europe, qui pourrait donner l'exemple, vraiment l'exemple, au Moyen-Orient, sans s'immiscer dans les affaires intérieures de ses voisins du Sud, un principe que le fondateur de notre République, le grand Atatürk, avait mis, c'est un principe de base, que la Turquie se concentre à l'intérieur de ses frontières, qu'il n'y a pas d'aventure revanchiste, impériale, de quelque nature que ce soit. C'est une république qui est orientée vers elle-même, vers la paix et vers l'Europe. C'était la base de toute la politique étrangère de la Turquie. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu d'erreur dans cette politique à droite et à gauche, mais la Turquie a réussi, grâce à cette politique, de se préserver de beaucoup de problèmes dans sa région, y compris, malgré les appels qui venaient de l'Allemagne nazie pour une revanche contre les vainqueurs de la Première Guerre mondiale. La Turquie est restée dans le camp occidentale, surtout très intéressée à une alliance avec la France et la Grande-Bretagne et aussi avec les États-Unis. L'espoir, c'était que cette Turquie, ancrée solidement en Europe, membre de l'Union européenne, je reviendrai sur ce que veut dire membre, juste vers la fin de ma petite présentation, que cette Turquie démocratisée en profondeur, avec une économie en croissance de 5 ou 6% par an, tel que ça a été jusqu'en 2008, donnerait cet exemple au monde arabe et agirait par exemple et par influence, par soft power, sur ce qui se passait au Moyen-Orient. Et j'étais toujours d'ailleurs très très fier quand je voyageais dans les pays arabes. Il y avait une admiration extraordinaire pour la Turquie. Il y avait une admiration pour le Premier ministre turc, M. Tayyip Erdogan. Les Arabes disaient, ça c'est un homme, ça c'est un leader. Mais la Turquie n'était pas impliquée dans les bagarres internes du monde arabe et du Moyen-Orient. La Turquie est un pays qui se démocratisait, qui allait rentrer en Europe et dont l'économie fonctionnait avec un secteur privé extrêmement dynamique et une croissance qui, dans les années 2006-2007, était de 6 à 7%, et après il y a la crise de 2009, après un rebond où la croissance est montée jusqu'à 9% pendant 2 ans. Et c'était vraiment un plaisir d'être un Turc dans une réunion internationale. Très facile. Moi, je suis politiquement du centre-gauche et j'étais toujours aligné avec le parti du centre-gauche en Turquie, mais je suis turc, je pense, un patriote turc, et j'étais très heureux qu'un gouvernement de centre-droit avait du succès et que la Turquie rayonnait dans le monde. Et malheureusement, on n'est plus là, on n'est plus à ce point-là. Je crois que certains événements en Europe ont eu une très mauvaise influence. Le fait que le président Sarkozy a déclaré ouvertement qu'est-ce que c'est que cette histoire, la Turquie en Europe, on n'a jamais appris ça dans nos livres d'école, etc., avec un langage pas présidentiel du tout. Que Mme Merkel, très différent du chancelier Schröder, était plutôt contre l'entrée de la Turquie. Et ce refroidissement européen envers la Turquie a eu un effet extrêmement important et sous-estimé en Europe sur ce qui s'est passé en Turquie même. Moi, je me rappelle de 2002, la réunion du Conseil européen à Bruxelles, qui en principe, il n'y a pas donné de date, mais en principe disait que les négociations allaient commencer. Eh bien, dans la place Taksim, il y avait autant de drapeaux bleus européens que de drapeaux turcs rouges, avec le croissant et l'étoile. C'était un enthousiasme de la jeunesse turque, et quand vous demandiez dans les sondages, il y avait un soutien à l'Europe de 75 à 80%. Il y a eu cette espèce de rejet européen. Il y a eu évidemment des événements internes en Turquie aussi. Et puis il y a eu, de notre côté turc, trop de confiance
trop de confiance dans une économie dynamique. Moi y compris, mais moi je dois dire que je faisais quand même un peu attention, mais beaucoup de nos orateurs disaient la Turquie, après la Chine, c'est l'économie qui croît la plus rapidement, qui a une croissance la plus rapide au monde. Moi je disais à mes amis ambassadeurs, faites attention parce que vous le dites aujourd'hui, il faudrait que vous puissiez dire quelque chose d'un peu semblable demain, parce que sinon, c'est pas la même chose. Et il y a eu aussi cet énorme prestige que la Turquie a gagné au Moyen-Orient, dans les pays arabes. D'ailleurs, dans les sondages, ça se voyait, dans les télédramas à la télévision de Zagreb jusqu'à Casablanca, les films turcs étaient les plus populaires. Ils le sont toujours d'ailleurs, je pense. Les films ont résisté à la crise, la télévision turque. Il y a eu la crise en Europe, qui a aussi montré une sorte d'Europe beaucoup moins attrayante, surtout nos voisins grecs. Et tout ça a mené à une sorte d'attitude en Turquie, finalement, tant pis si l'Europe ne nous veut pas, finalement, peut-être qu'on est mieux sans l'Europe. Et en pire, je dirais, une sorte de mouvement vers le Moyen-Orient en disant on peut finalement être un leader dans le Moyen-Orient. Et c'est peut-être mieux pour la Turquie que d'entrer dans l'Union européenne. Les relations commerciales s'étaient beaucoup développées et cette popularité turque dans le monde arabe encourageait un peu ce sentiment. Il y a eu même des expressions comment dirais-je, de rêves impériaux et de rêves du passé exprimés par certains. Tout ça aussi a beaucoup changé. Les espoirs du printemps arabe, malheureusement, très très malheureusement, ne se sont pas réalisés. Moi, je pense que toujours dans nos vies, 5-10 ans, c'est une période courte. Dans la vie de pays, c'est une période longue pour la vie d'être humain. Mais bon, peut-être que dans 20 ans, le printemps arabe sera regardé comme le début d'un vrai printemps. Mais pour le moment, c'est le désastre. En plus, le fait que la Turquie, dans sa politique étrangère, est sortie, disons, on est vos amis, on est l'ami de tout le monde, on veut faire du commerce, on veut échanger du tourisme, des affaires culturelles. S'il y a des réfugiés, on est prêt à les prendre de façon très généreuse, à une position où elle est devenue une sorte d'acteur politique à l'intérieur de certains pays arabes. Donc, pas de neutralité envers les affaires internes des pays arabes, mais plutôt une sorte d'activisme politique. Je pense à très vite mener à une réaction dans beaucoup de pays arabes nationalistes. Et je pense toujours que ce soit du côté iranien ou du côté arabe, des relations amicales et des relations très étroites de commerce et d'échange sont extrêmement bienvenues partout, en Turquie et dans les pays arabes, en Iran. Mais quand la Turquie devient un acteur politique avec des objectifs nationaux à l'intérieur du monde arabe ou du monde iranien, au Moyen-Orient, alors les réflexes nationalistes arabes et iraniens vont jouer contre la Turquie comme elles l'ont toujours fait. Donc je crois que là, on est allé vers la mauvaise voie. Je crois que la Turquie reconnaît aujourd'hui cette erreur en tant que société. Et je n'ai pas les derniers sondages, mais je pense que si on avait des sondages aujourd'hui, en demandant aux citoyens turcs, assumons qu'il y a une porte vers l'Europe, qu'il y a un ancrage possible. Est-ce qu'il faut y aller? Est-ce qu'il faut rentrer dans la famille européenne en plein, s'ancrer pleinement dans la famille européenne, tout en gardant les relations les plus amicales possibles avec le reste du monde? D'ailleurs, pas seulement le monde arabe, mais l'Afrique, la Chine, les États-Unis. Je crois que le pourcentage de ceux qui diraient oui serait très élevé aujourd'hui en Turquie. Les hommes d'affaires d'Anatolie se sont rendus compte que pour eux, c'est très important cet ancrage européen. Et le président
sortant, qui a été à la présidence pendant 7 ans, Abdullah Gül, l'a toujours dit, dans tous ses voyages, il a senti, dans tous ses voyages dans des pays musulmans et arabes, il a toujours senti que c'était le fait que la Turquie était perçue comme un membre prospectif de l'Union européenne et comme un pays européen qui donnait beaucoup de force à la Turquie dans le monde musulman. Moi-même, j'ai vécu ça une fois. J'étais directeur général du PNUD à l'ONU. Je suis allé au Bangladesh. Je voulais discuter de l'économie du Bangladesh. Le président du Bangladesh m'a dit, on va discuter de ça plus tard. Parlez-moi de Turquie-Europe. Donc même au Bangladesh, les musulmans voulaient voir ça, voulaient avoir cette union entre l'Europe et la Turquie. Alors je crois qu'il y a en Turquie de nouveau un intérêt accru. Il faut regarder au-delà du discours politique et partisan de tous les jours, vers la société civile, vers les hommes d'affaires, le milieu des affaires, etc. Et je crois donc qu'il y a une opportunité. Il y a des nouvelles élections aussi en Turquie. On est toujours en train d'élire quelqu'un en Turquie, mais bon, il y a quand même les élections parlementaires de mai-juin vont être très importantes. Et j'aimerais qu'il y ait un débat européen quand on va à ces élections, pendant la période pendant laquelle on va à ces élections. J'aimerais que l'Europe soit débattue. Et pour qu'elle soit débattue, il faut que l'Europe soit positive. Il faut que l'Europe, sans fermer les yeux aux failles de notre démocratie et aux certains reculs qu'on vit, comme l'a dit M. Dincher, il faut qu'elle soit là pour dire « nous sommes avec vous, on est de la même famille, on va définir notre union de façon flexible, mais nous sommes là avec vous et nous voulons que vous soyez avec nous. » Et donc il faut que la société civile européenne et la politique européenne et la presse soient présents dans ce débat parlementaire en Turquie qui va avoir lieu et qui va avoir une importance capitale pour l'avenir du pays, pour les équilibres de ce pays. Je pense que donc il y a un certain optimisme quand même qu'on peut avoir. On a 10 mois devant nous qui sont très importants. Il va y avoir un débat en profondeur de tous les côtés de la société turque, à droite, à gauche, dans les milieux conservateurs ainsi que dans les milieux sociodémocrates. Et l'Europe est devenue plus intéressante, plus attrayante et plus importante qu'elle l'était il y a 3 ans. Dernier mot, et j'ai parlé trop longtemps, mais l'Europe elle-même est en train de se redéfinir. Il y aura une Europe avec au moins 2 cercles concentriques. Il y aura l'eurozone fédérée, qui doit se fédérer beaucoup plus, puisque sinon la crise ne pourra pas être surmontée. J'espère qu'on va en discuter pendant le panel prochain. Et il y aura une Europe un peu plus large qui est en train de se définir. D'ailleurs, le président François Hollande l'a dit, Pierre Moscovici l'a dit, bien de leaders français l'ont dit à beaucoup d'occasions. Et M. Sarkozy, le président Sarkozy l'a dit à un séminaire à Berlin. J'étais très intéressé, où il décrivait cette Europe à cercle concentrique. Donc on va vers ce type de construction, et je crois que dans ce type de construction, il y a une place réaliste, viable, acceptable pour la Turquie et pour les membres de l'Union européenne, pour les citoyens français et les citoyens allemands. Je ne crois pas que c'est réaliste de voir la Turquie dans l'eurozone, dans un avenir proche, qui doit être beaucoup plus fédéral, mais je vois que la Turquie peut être dans l'Union, comme membre de l'Union, avec des institutions européennes rénovées, et j'en ai parlé chez Catherine à la Maison de l'Europe il y a 1 an, et je crois que si l'Europe peut faire une sorte d'offre conditionnelle, réaliste, il va y avoir une réponse très importante dans la société turque. 10 mois, ce n'est pas beaucoup. L'élection dans 10 mois, elle est importante. Et je dis pas ça pour qu'un parti ou un autre parti gagne les élections. Ce qui est important, c'est qu'il y ait ce débat pendant l'élection parlementaire en Turquie. Et que ce soit un débat sans langue de bois. Parce que les jeunes, ils n'écoutent plus la langue de bois. Il y a une certaine façon de discuter l'Europe où il y a le discours officiel et le discours réel.
Et les deux n'ont presque pas de relation entre eux. Et les jeunes ressentent ça tout à fait. Donc au lieu de ça, un débat réel, un débat honnête, qui pose les vraies questions, je pense qu'on a encore un espoir, mais il ne durera pas très longtemps. Merci beaucoup.